Vous vous trouvez attaché entre deux petites embarcations sous la chaleur écrasante de l'an 401, avant notre ère. Le bois, encore humide de l'eau du fleuve, semble glacé contre votre peau nue. Les gardes perses viennent d'achever de verser leur mélange, du lait et du miel, si sucré qu'il vous donne la nausée en coulant sur votre visage. Le soleil frappe sans relâche, et déjà vous entendez le premier bourdonnement des mouches attirées par cette substance. Vous tentez de bouger, mais seule votre tête, vos mains et vos pieds dépassent de cette prison de bois. À l'intérieur, dans l'obscurité entre les embarcations, le reste de votre corps demeure entièrement enfermé. Vous êtes Mithratès, un soldat de l'Empire perse, et vous êtes sur le point d'endurer l'un des châtiments les plus terribles jamais imaginés. C'est le supplice des embarcations, et vous y mourrez lentement au fil de 17 jours et nuits d'agonie. Avant d'explorer ces récits oubliés de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour davantage de contenu de ce genre. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires, anciennes depuis différentes régions du monde, unies à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'Empire perse de l'an 400 en avant notre ère s'étendait du fleuve Indus jusqu'à la mer Méditerranée, couvrant davantage de territoire que n'importe quel royaume avant lui. Au cœur de cet empire si vaste se trouvait Artaxerxès II, roi des rois, souverain de millions de sujets, commandant d'armées capable d'assombrir l'horizon. Mais même cette figure quasi divine dut affronter des défis qui mettraient à l'épreuve les fondations mêmes de son pouvoir. Son frère cadet, Cyrus, avait rassemblé des mercenaires grecs ainsi que des dissidents perses, marchant contre le trône dans une tentative qui allait transformer le monde antique. Lorsque Cyrus tomba lors de la bataille de Cunaxa, non pas sous la main du roi comme Artaxerxès le prétendait, mais touché par un jeune soldat nommé Mithratès, la scène fut prête pour une démonstration de justice, impériale si redoutable que son souvenir entrait la conscience humaine pendant plus de 2 millénaires. Les origines du supplice appelé scaphisme demeurent enveloppées dans la complexité des traditions juridiques persaises et des réalités sévères nécessaires au maintien de l'autorité dans un empire immense. Le mot lui-même provient du grec scaphe, signifiant embarcation. Mais la pratique est bien antérieure à toute compréhension grecque de la culture perse. Dans le cadre légal de l'empire achéménide, la punition remplissait plusieurs fonctions: la dissuasion, la rétribution et l'affirmation publique du pouvoir royal. La mort n'était pas simplement la fin de la vie, elle constituait une mise en scène soigneusement orchestrée destinée à renforcer l'autorité absolue du roi des rois. Le droit perse antique reconnaissait différents degrés de criminalité, chacun exigeant une réponse proportionnée. Un vol ordinaire pouvait entraîner la coupure des mains, une sanction qui servait à la fois de justice et de rappel permanent. L'adultère pouvait mener à la perte du nez et des oreilles, marquant ainsi le transgresseur pour le reste de sa vie. Mais certains crimes dépassaient les catégories ordinaires de faute. La trahison, en particulier lorsqu'elle impliquait la famille royale, réclamait davantage qu'une simple mise à mort. Elle exigeait l'anéantissement symbolique de l'humanité du coupable, une opération si complète et si publique qu'elle devait constituer un avertissement éternel pour tout futur rebelle. Mithridate avait commis la transgression suprême. Il avait contredit son roi en public. Non seulement avait-il abattu Cyrus le Jeune, le frère du souverain, mais il avait osé revendiquer cet acte alors qu'Artaxerxès affirmait que c'était lui le roi qui avait porté le coup fatal. Dans la culture de cour perse, la parole du roi représentait une vérité quasi divine. La contredire n'était pas une simple insubordination, c'était une atteinte à l'ordre cosmique lui-même. Le roi ne pouvait pas simplement exécuter Mithridate. Il devait montrer que défier l'autorité royale entraînait des conséquences pires que la mort. Le processus du scaphisme commençait par une préparation minutieuse. 2 embarcations furent choisies, taillées dans un bois solide et façonnées pour s'emboîter avec précision. Ce n'étaient pas de simples bateaux rudimentaires, mais des instruments soigneusement conçus pour un supplice prolongé. Leur structure permettait d'enfermer la victime tout en laissant accessibles certaines parties essentielles du corps. Des ouvertures avaient été ménagées pour la tête, les bras et les jambes, afin que ses extrémités restent exposées aux éléments, tandis que le reste du corps demeurait enfermé dans cette prison de bois.
La personne condamnée était placée sur le dos dans la partie inférieure, de manière à ce que, lorsque la partie supérieure était fixée, seule la tête, les mains et les pieds restent visibles. Des boulons de fer ou de solides cordes liaient les deux moitiés, créant une sorte de chambre close qui servait à la fois de cercueil et d'espace confiné. Le soin apporté à la fabrication de cet appareil laisse entendre que le scaphisme n'était pas une punition improvisée, mais une technique élaborée et perfectionnée au fil du temps. Une fois la victime enfermée, le véritable supplice commençait. Les gardes l'obligèrent à s'alimenter, utilisant parfois des moyens coercitifs s'il refusait. Cette alimentation forcée avait plusieurs objectifs. Maintenir la victime en vie pour prolonger la peine, assurer l'accumulation inévitable de déchets dans l'enceinte close et rappeler la totale impuissance du condamné. Il ne contrôlait plus ni le moment ni la nature de ce qu'il consommait. Chaque aspect de son existence dépendait désormais de la volonté de ses geôliers. Après cette phase d'alimentation forcée venait l'application du mélange de miel et de lait. Cette substance était versée dans la bouche de la victime jusqu'à ce qu'il manque presque de s'étouffer, puis largement étalée sur son visage, ses mains et ses pieds. Sa douceur attirait irrésistiblement les insectes, en particulier les mouches, qui se rassemblaient autour des parties exposées. Mais le mélange de miel et de lait avait aussi un autre rôle, un plus inquiétant. Combiné à la salive et aux huiles naturelles du corps, il créait un environnement propice à la prolifération de micro-organismes, accélérant l'apparition d'infections. Les embarcations s'étaient ensuite placées de manière à exposer pleinement la victime au soleil. Sa tête était immobilisée pour que ses yeux soient orientés directement vers la lumière brûlante, entraînant des dommages visuels immédiats et progressifs. Sous la chaleur écrasante de la Mésopotamie, où les températures pouvaient dépasser 120 degrés Fahrenheit, cette position provoquait en quelques heures une déshydratation intense et un début d'insolation. Mais la mort par exposition n'était pas l'objectif. Au contraire, il fallait maintenir la victime en vie pour que le supplice se prolonge. À mesure que le soleil frappait et que le miel attirait un nombre croissant de mouches, celles-ci commençaient à déposer des œufs sur les zones découvertes. L'environnement chaud et humide créé par le miel et le lait offraient des conditions idéales pour un développement rapide. En peu de temps, les larves apparaissaient et se nourrissaient des tissus affaiblis, aggravant les douleurs et l'état de la victime. Le bourdonnement constant et l'activité incessante des insectes poussaient de nombreux condamnés au bord de la folie bien avant que le supplice physique ne les emporte. Pendant ce temps, à l'intérieur des embarcations scellées, une autre forme d'horreur se développait. Les fonctions naturelles du corps continuaient, mais comme aucun déchet ne pouvait s'échapper, l'urine et les excréments s'accumulaient dans l'espace confiné. Le bois emprisonnait la chaleur et l'humidité, créant un effet de serre qui accélérait la détérioration générale de l'environnement. Les bactéries se multipliaient rapidement dans cette atmosphère chaude et humide, produisant des toxines qui peu à peu empoisonnaient le sang de la victime. Les déchets accumulés attiraient également leur propre écosystème de nuisibles. Des rats et d'autres charognards, attirés par l'odeur, rongeaient le bois ou se glissaient par de petites ouvertures pour chercher de quoi se nourrir. Certains récits évoquent des victimes criant de douleur lorsque des rats mordaient leurs pieds exposés, ajoutant de nouvelles blessures aux souffrances déjà endurées. L'impact psychologique, sentir de petites créatures se déplacer autour de soi, consciente qu'elles profitaient de l'affaiblissement du corps tandis que la victime restait lucide, constituait une forme de torture mentale, parfois plus insoutenable encore que la douleur physique. Les jours passaient dans cet enfer vivant. La peau exposée aux éléments se couvrait de cloques sous le soleil implacable, tandis que les organes internes commençaient à céder sous l'effet des infections bactériennes. La déshydratation faisait craquer les lèvres et gonfler la langue, rendant même l'ingestion forcée du mélange de miel et de lait extrêmement douloureuse. L'exposition prolongée aux déchets corporels provoquait des irritations chimiques sur la partie inférieure du corps, tandis que les membres supérieurs souffraient de brûlures solaires si intenses que la peau finissait par se détériorer nettement. À la fin de la première semaine, la plupart des victimes avaient perdu la capacité de parler de manière cohérente, leur esprit détruit par la douleur, la déshydratation et les effets toxiques d'une infection systémique. Pourtant, leur corps, maintenu en vie par l'alimentation forcée et le mélange de miel, continuait à s'accrocher à la vie.
La résistance obstinée de l'organisme humain, même dans les conditions les plus extrêmes, était essentielle à l'efficacité du châtiment. La mort devait être suffisamment lente et suffisamment publique pour servir de leçon. Les foules qui se rassemblaient pour assister au scaphisme faisaient en partie intégrante de la punition. La justice royale se déroulait toujours devant un public et les exécutions attiraient des spectateurs venus de tout l'Empire. Les marchands interrompaient leurs transactions, les paysans quittèrent leurs champs et des familles entières entreprenaient des excursions d'une journée pour assister au spectacle. La souffrance de la victime n'était pas privée, mais collective, une expérience partagée qui renforçait la hiérarchie sociale et rappelait les conséquences de défier l'autorité. Les spectateurs observaient et commentaient souvent l'évolution de l'état de la victime, notant les changements dans son apparence et son comportement au fil des jours. Certains apportaient des offrandes aux dieux, priant soit pour une fin rapide de la souffrance, soit pour être épargnés d'un châtiment similaire. D'autres venaient pour assister à un spectacle macabre, percevant cette lente exécution comme une forme de théâtre cruel et implacable. La réaction de la foule était soigneusement observée par les officiels royaux, qui pouvaient ainsi évaluer l'humeur publique et l'efficacité de leurs mesures. Dissuasive en observant la manière dont les spectateurs réagissaient au spectacle. Les autorités religieuses jouaient un rôle complexe dans ces cérémonies. Bien que le scaphisme fût une punition séculaire imposée par l'autorité royale, il se déroulait dans une culture profondément influencée par les concepts zoroastriens de pureté et de contamination. La corruption progressive de la victime représentait non seulement la dégradation physique, mais aussi une pollution spirituelle, une manifestation visible de la lutte cosmique entre le bien et le mal. Certaines autorités religieuses considéraient cette punition comme une purification nécessaire, nettoyant l'empire de la trahison et de la rébellion. D'autres s'inquiétaient que la cultivation délibérée de la souffrance et de la dégradation puisse irriter les dieux et apporter malheur au royaume. Les aspects techniques du scaphisme révèlent une compréhension sophistiquée de la physiologie humaine et des processus naturels de décomposition. La punition était conçue pour maximiser la souffrance tout en empêchant une mort prématurée, nécessitant une calibration soigneuse de plusieurs variables. Les embarcations devaient être suffisamment serrées pour empêcher toute fuite, mais assez lâches pour permettre la circulation de l'air et le déplacement des insectes. Le calendrier alimentaire devait fournir une nutrition suffisante pour maintenir la vie, sans permettre à la victime de retrouver de la force. Le positionnement des embarcations devait équilibrer l'exposition au soleil afin d'attirer les insectes, tout en limitant le risque d'insolation mortelle. Les bourreaux perses développèrent une expertise dans la gestion de ces exigences complexes, transmettant leurs connaissances à travers des générations de services royaux. Ils apprenaient à reconnaître les signes de mort imminente et à ajuster le traitement en conséquence, parfois en offrant de l'ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée ou en augmentant l'apport de liquide lorsque la déshydratation menaçait de mettre fin prématurément au supplice. Ce n'était pas une cruauté aléatoire, mais une torture systématique, perfectionnée par la pratique et l'observation, transformée en un instrument précis de terreur d'État. Les dimensions psychologiques du scaphisme allaient bien, au-delà de la victime individuelle. La rumeur de cette punition se répandait dans tout l'Empire, créant un climat de peur qui rendait toute rébellion ouverte presque impensable. Les soldats qui auraient pu envisager la défection se souvenaient du sort de Mithridate et choisissaient la loyauté. Les satrapes nourrissants des ambitions d'indépendance se rappelaient les 17 jours d'agonie et restaient fidèles à la couronne. La punition d'un homme servait à contrôler des millions, un calcul que les administrateurs persés comprenaient et exploitaient avec une efficacité impitoyable. Pour ceux qui étaient forcés d'assister au scaphisme, l'expérience créait un traumatisme durable qui renforçait davantage l'autorité impériale. Les enfants qui voyaient les embarcations grandissaient, avec des souvenirs vifs de ce qu'il était, advenu de ceux qui défièrent le roi. Les adultes portèrent les images de dégradation et de souffrance tout au long de leur vie, partageant leurs expériences avec leurs familles et leurs amis, diffusant ainsi l'impact psychologique de la punition bien au-delà du public immédiat. La justice royale était conçue pour être inoubliable, et le scaphisme réussissait à créer des souvenirs qui persistaient à travers les générations. Les défis logistiques
Pour maintenir une victime en vie pendant 17 jours nécessitaient des ressources et une organisation considérables. Les gardes devaient travailler par rotation pour assurer une surveillance constante, empêcher toute tentative de sauvetage et garantir le respect du calendrier alimentaire. Les provisions de miel, de lait et de nourriture devaient être acquises et transportées jusqu'au lieu d'exécution. Les officiels devaient gérer la foule, maintenir l'ordre tout en assurant une visibilité maximale de la punition. L'appareil lui-même nécessitait un entretien, avec des artisans prêts à réparer tout. Dommage aux embarcations, qui pourraient permettre une mort prématurée. Le savoir médical jouait un rôle paradoxal dans l'administration du scaphisme. Les médecins du palais, malgré leur serment de préserver la vie, étaient parfois consultés sur des techniques permettant de prolonger la survie de la victime. Ils pouvaient recommander des calendriers alimentaires spécifiques, suggérer des traitements pour prévenir des complications fatales ou conseiller sur le positionnement optimal des embarcations afin d'équilibrer divers facteurs en concurrence. Cette implication des médecins dans la machine de la mort représente l'un des aspects moralement les plus complexes de tout le système. Les implications internationales du scaphisme s'étendaient bien au-delà des frontières de la Perse. Les ambassadeurs étrangers qui assistaient à la punition retournaient dans leur propre cour avec des descriptions détaillées de la justice perse, influençant les relations diplomatiques et la planification militaire. Certains royaumes alliés adoptèrent des techniques similaires, considérant la punition extrême comme un signe de gouvernance sophistiquée. D'autres se détournèrent avec horreur, utilisant la cruauté perse comme justification pour former des alliances défensives ou lancer des guerres préventives. Les mercenaires grecs qui survécurent à la bataille de Canaxa et en furent témoins rapportèrent des récits de scaphisme dans leur cité d'origine, où ces contes rendus influencèrent les discussions philosophiques sur la justice, le pouvoir et la nature de la tyrannie. Les dramaturges incorporèrent des éléments de cette punition dans des drames tragiques. Alors que les historiens débattaient de son efficacité comme moyen de dissuasion par rapport à ses implications morales, cette punition devint un symbole du désespoir oriental, contrastant avec les concepts supposément plus humains de justice des Grecs. Les facteurs économiques influençaient également l'usage du scaphisme. La punition était coûteuse, nécessitant un investissement considérable en temps, en personnel et en matériaux pour obtenir un effet maximal. Elle était donc réservée aux crimes d'une importance particulière, généralement ceux représentant une menace pour l'autorité royale ou la famille. Les criminels ordinaires pouvaient être exécutés rapidement, mutilés ou réduits en esclavage. Mais le scaphisme était réservé au cas où le roi devait envoyer un message qui résonnerait dans tout l'Empire. Le coût était justifié par les bénéfices politiques de créer une peur et une obéissance durable. Le calendrier saisonnier des exécutions par scaphisme était soigneusement étudié. Les mois d'été offrirent des conditions optimales pour l'activité des insectes et la décomposition rapide, tandis que les exécutions hivernales risquaient de ne pas produire l'effet souhaité en raison d'une population d'insectes réduite et d'une croissance bactérienne plus lente. Les officiels royaux retardaient parfois les exécutions majeures jusqu'à ce que les conditions météorologiques soient favorables, renforçant l'anticipation et l'anxiété publique, tout en assurant un impact maximal lorsque la punition était enfin appliquée. Les variations régionales dans la mise en œuvre du scaphisme reflétaient les conditions locales et les préférences administratives. Dans les provinces désertiques, les embarcations pouvaient être positionnées pour profiter des tempêtes de sable qui exposaient la chair tout en déposant des particules irritantes dans les yeux et la bouche de la victime. Dans les vallées fluviales, les embarcations pouvaient être partiellement submergées afin d'attirer les insectes aquatiques et d'augmenter l'humidité. Dans les régions côtières, l'eau salée pouvait être incorporée au mélange de miel, provoquant des brûlures chimiques supplémentaires tout en préservant la chair contre une décomposition prématurée. La sélection des victimes pour le scaphisme impliquait un calcul politique minutieux. La punition était la plus efficace lorsqu'elle était appliquée à des individus de haut rang dont la chute aurait choqué et intimidé la population. Exécuter de simples soldats par scaphisme pouvait sembler un gaspillage, tandis que soumettre des nobles ou des membres de la famille royale démontrait que personne n'était au-dessus de la justice impériale.
la décision du roi de condamner Mithridates, un personnage relativement mineur ayant rendu service en tuant Cyrus, envoyait un message clair. Même l'héroïsme ne pouvait excuser la désobéissance. La documentation et la tenue de registre jouaient un rôle important dans l'administration du scaphisme. Les scribes royaux conservèrent des comptes rendus détaillés des exécutions, notant le crime de la victime, la durée de la punition, la réaction du public et les coûts administratifs. Ces archives remplissaient plusieurs fonctions. Elles fournissaient des données pour évaluer l'efficacité de la punition, créer des précédents légaux pour les affaires futures et préserver la mémoire de la justice royale pour les générations à venir. La bureaucratie de la mort était aussi rigoureuse et systématique que tout autre aspect de l'administration perse. Le rôle des membres de la famille dans les exécutions par scaphisme ajoutait une couche supplémentaire de tourments psychologiques aux procédures. Les proches des condamnés étaient parfois forcés d'assister à la punition, partageant l'humiliation de la victime et servant d'exemple supplémentaire pour la population. Dans d'autres cas, les membres de la famille étaient interdits d'approcher le lieu de l'exécution, privés même du réconfort d'un dernier adieu ou de la possibilité de récupérer le corps pour l'inhumation. La punition s'étendait ainsi au-delà de l'individu pour englober l'ensemble du réseau familial, créant un traumatisme collectif qui renforçait le contrôle social. Les victimes féminines du scaphisme faisaient face à des horreurs supplémentaires liées à leur sexe. La grossesse pouvait retarder l'exécution jusqu'après l'accouchement, mais ne l'empêchait pas complètement. L'exposition des corps des femmes à la vue publique violait les normes culturelles de modestie, ajoutant la honte à la souffrance physique. La violence sexuelle pendant la période prolongée d'impuissance représentait une menace constante. Bien que les archives officielles mentionnent rarement de tels incidents, les rares cas de femmes soumises au scaphisme étaient particulièrement efficaces pour terroriser la population féminine et renforcer les hiérarchies de genre au sein du système impérial. Les conséquences des exécutions par scaphisme nécessitaient une gestion attentive pour maximiser leur effet dissuasif. Les corps étaient généralement laissés exposés pendant plusieurs jours après la mort, permettant une décomposition complète et servant d'avertissement final aux rebelles potentiels. Les restes pouvaient ensuite être brûlés, dispersés ou enterrés dans des tombes anonymes, refusant aux victimes toute possibilité de mémorial ou de martyr. Les biens personnels étaient confisqués et redistribués, effaçant toute trace de l'existence de la personne condamnée, à l'exception du souvenir de sa souffrance. Des représentations artistiques du scaphisme commencèrent à apparaître dans divers médias à travers l'Empire perse et au-delà. Les artistes du palais créant des peintures détaillées et des bas-reliefs représentant la punition, servant à la fois de décoration et de rappel subtil du pouvoir royal. Les artisans produisaient des modèles, miniatures des embarcations, comme jouets ou objets religieux, familiarisant les enfants avec le concept dès leur plus jeune âge. Les œuvres littéraires incorporaient des descriptions du scaphisme dans des poèmes épiques et des récits historiques, assurant que la connaissance de la punition survive même si la pratique elle-même venait à être abandonnée. La formation des bourreaux responsables de l'administration du scaphisme nécessitait des années d'apprentissage et des connaissances spécialisées. Les maîtres bourreaux transmettaient des techniques pour maintenir des conditions optimales, reconnaître les urgences médicales, gérer la foule et coordonner des opérations logistiques complexes. Ces spécialistes étaient à la fois craints et respectés au sein de la société perse, détenant un pouvoir immense tout en restant à jamais associés à la mort et à la souffrance. Leur expertise était considérée comme un secret d'État, protégé contre le renseignement étranger et soigneusement réglementé par l'autorité royale. La résistance au scaphisme émergeait parfois de différents secteurs de l'Empire. Certains gouverneurs régionaux remettaient en question la nécessité de mesures aussi extrêmes, arguant qu'une exécution rapide était tout aussi efficace comme moyen de dissuasion tout en nécessitant moins de ressources. Les chefs religieux s'opposaient parfois à la culture délibérée de l'impureté et de la décomposition, la considérant comme potentiellement offensante pour l'autorité divine. Les commandants militaires craignaient qu'une cruauté excessive ne provoque une rébellion plutôt que de la prévenir, en particulier parmi les forces auxiliaires étrangères qui ne partageaient
pas les valeurs culturelles perses. L'évolution technologique du scaphisme reflétait des changements plus larges dans la société et l'administration perse. Les premières versions de la punition pouvaient utiliser des embarcations rudimentaires ou des contraintes improvisées, mais au temps d'Artaxerxès II, le système avait été perfectionné en un instrument précis de justice royale. Les innovations dans la construction des embarcations, les techniques d'alimentation et la gestion des foules représentaient des investissements dans la machinerie, de la terreur d'État, conçue pour maintenir le contrôle impérial par la peur et le spectacle. Les conséquences diplomatiques internationales des exécutions par scaphisme compliquaient parfois la politique étrangère perse. Les royaumes alliés pouvaient en protester contre le traitement de leurs citoyens, entraînant des négociations sur l'extradition et les procédures de punition. Les États ennemis utilisaient la cruauté perse comme propagande, mobilisant leur population contre l'empire barbare. Les puissances neutres pouvaient ajuster leur stratégie diplomatique en fonction de leur évaluation, de la volonté perse d'utiliser des mesures extrêmes, considérant le scaphisme comme une preuve de force ou d'instabilité. Le cadre juridique entourant le scaphisme exigeait une définition précise des crimes qualifiants et des procédures appropriées pour la condamnation. Les juges royaux développaient une expertise pour déterminer quand la punition était appropriée, équilibrant le besoin de dissuasion contre le risque de paraître arbitraire ou excessif. Des procédures d'appel existaient en théorie, bien qu'en pratique, peu de condamnés possédaient l'influence nécessaire pour renverser une peine de mort royale. Le processus légal servait à légitimer la punition tout en maintenant l'apparence d'une justice rationnelle. Les observations médicales des victimes de scaphisme fournissaient des données précieuses sur la physiologie humaine et la progression de diverses maladies. Les médecins du palais documentaient les stades de décomposition, les effets d'une exposition prolongée au soleil et la réponse du corps au stress extrême et à la privation. Ces connaissances, bien qu'acquises par des moyens horribles, contribuaient à une compréhension plus large de la médecine et de l'anatomie. Certains médecins pouvaient utiliser leurs observations pour développer des traitements pour des conditions similaires rencontrées. Dans une pratique médicale plus conventionnelle, le profil psychologique des individus sélectionnés pour la punition par scaphisme révèle des schémas dans les concepts perses de crime et de justice. Les victimes étaient généralement caractérisées par l'orgueil, la défiance ou une ambition excessive, des traits qui menaçaient l'ordre social en encourageant d'autres à défier l'autorité. La punition était conçue non seulement pour tuer, mais pour humilier, réduisant la victime d'une figure potentiellement inspirante à un objet de pitié et de répulsion. La destruction complète de la dignité humaine était aussi importante que la destruction de la vie humaine. Les facteurs environnementaux jouaient un rôle crucial dans l'efficacité des exécutions par scaphisme. Le climat, la géographie et les conditions saisonnières influençaient tous la progression de la punition et son impact sur les observateurs. Les administrateurs persais devenaient experts dans le choix des emplacements et du moment optimaux pour un effet maximal, en tenant compte de facteurs tels que les vents, les populations d'insectes et l'accessibilité du public. Le site de l'exécution lui-même devenait un élément crucial de la punition, soigneusement choisi pour renforcer le spectacle et assurer des souvenirs durables. L'analyse économique du scaphisme révèle l'investissement significatif requis pour une efficacité maximale. Au-delà du coût immédiat des matériaux et du personnel, la punition exigeait une allocation continue de ressources pour l'entretien, la sécurité et l'administration. Le fardeau économique était justifié par l'effet dissuasif qui, supposément, réduisait les coûts liés au maintien de la sécurité interne par la force militaire. D'un point de vue coût-bénéfice, la torture d'un individu était considérée préférable à la répression d'une rébellion généralisée. La hiérarchie sociale au sein de l'appareil d'exécution reflétait les schémas plus larges de la société perse. Les hauts fonctionnaires prenaient les décisions politiques sur le moment et la manière d'utiliser le scaphisme, tandis que les administrateurs de niveau inférieur géraient la logistique et le contrôle des foules. Des artisans qualifiés construisaient les embarcations et entretenaient le matériel, tandis que les gardes assuraient la sécurité et mettaient en œuvre les aspects physiques de la punition. Même au sein de la machinerie de la mort, les distinctions sociales étaient soigneusement maintenues et renforcées.
Les interprétations religieuses du scaphisme variaient largement au sein de la population diverse de l'Empire perse. Les prêtres zoroastriens pouvaient voir la punition comme un nettoyage nécessaire du mal, tandis que les adeptes d'autres croyances pouvaient l'apercevoir comme une preuve de l'impiété perse. Les traditions religieuses locales étaient parfois incorporées aux rituels d'exécution, ajoutant une spécificité culturelle à la pratique impériale. La dimension religieuse de la punition contribuait à son impact psychologique, tout en créant des complications supplémentaires pour l'administration impériale. Le destin ultime de Mithridate, le jeune soldat dont l'orgueil conduisit à sa condamnation, illustre le terrible calcul de la justice impériale. Ces 17 jours d'agonie servaient des fins bien au-delà de la simple vengeance. Elles démontraient le pouvoir royal, dissuadaient toute rébellion future, fournissaient un divertissement pour les masses et créaient des souvenirs durables qui influenceraient le comportement à travers l'Empire. La souffrance d'un seul homme devenait un outil de gouvernance, un message écrit en chair et en sang que tous pouvaient lire et retenir. Alors que le soleil se couchait le 17e jour, Mithridate mourut enfin. Son corps, consommé par les asticots et corrompu par ses propres déchets, ressemblait à peine au fier soldat qui avait abattu un prince. Les embarcations furent ouvertes pour révéler l'horreur ultime, la chair dévorée, les os exposés, un être humain transformé en quelque chose à peine reconnaissable, comme ayant été vivant. La foule haletait et reculait, mais elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vu. Artaxerxès avait fait passer son message. L'héritage du scaphisme dépasse largement l'ancienne Perse, représentant la capacité de l'humanité à exercer une cruauté systématique au service du pouvoir politique. Bien que la pratique spécifique ait disparu avec l'empire qu'il avait créé, la logique sous-jacente selon laquelle une punition extrême peut servir d'instrument de contrôle reste terriblement pertinente. Les États modernes peuvent manquer de l'appétit de l'Empire perse pour le spectacle public, mais l'équation fondamentale de la peur et de l'obéissance continue de façonner les relations politiques à travers le monde. Dans notre monde contemporain, nous trouvons des échos de la logique du scaphisme sous diverses formes de violence, sponsorisées par l'État, bien que généralement cachées au public, plutôt que célébrées comme une justice royale. Le calcul reste le même. Faire d'un exemple un moyen de contrôler plusieurs, utiliser une souffrance extrême pour prévenir toute contestation et démontrer que l'autorité utilisera tous les moyens nécessaires pour se maintenir. Les embarcations ont peut-être disparu, mais la mentalité qui les a créées persiste. Partout où le pouvoir se sent menacé et choisit de répondre par une force disproportionnée. Aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, souvenez-vous de Mithridate. Souvenez-vous du jeune soldat qui tua un prince et s'en vanta pour découvrir que la vérité elle-même pouvait constituer un crime lorsqu'elle contredisait le pouvoir royal. Ces 17 jours passés entre ces embarcations, Pourri nous rappelle que la capacité humaine, à la fois pour la cruauté et pour l'endurance, est sans limite, et que le prix de défier l'autorité a parfois été mesuré non par la simple mort, mais par la destruction complète de tout ce qui fait de nous des êtres humains.